Bon, alors imaginons un instant la scène. On a sous les yeux un joueur dont la valeur marchande vient d'être estimée à près de 50 millions de dollars. Rien que ça. Ouais, rien que ça. Un athlète qui évolue en Première Ligue, donc le championnat le plus rapide et le plus impitoyable au monde, avec un salaire qui tourne autour de 170 000 euros par mois. Ce qui fait plus de 2,3 millions de livres par an, en fait. C'est vertigineux. Et en coulisses, les plus grandes écuries européennes se l'arrachent. Manchester United et Arsenal en tête. Les poids lourds, quoi. Exactement. Sur le papier, le profil semble évident. On se dit que c'est l'archétype de la superstar moderne. Une machine parfaitement calibrée depuis l'enfance pour le très haut niveau. Sauf que la réalité est tout autre. Totalement. Parce que ce même joueur, Iliman Ndiaye, il a passé une immense partie de son enfance à enchaîner les essais pour s'entendre dire par les recruteurs, droit dans les yeux, qu'il était trop petit. Trop petit, ou que son style était trop brouillon. Voilà, on lui disait carrément « tu ne seras jamais footballeur professionnel ». Et la dissonance entre ses refus catégoriques à l'époque et son statut actuel, elle est juste fascinante. L'histoire d'Iliman Ndiaye, ça dépasse largement le cadre d'un simple conte de fées, tu vois, où le talent brut finit par percer malgré l'adversité. Ouais, c'est pas juste une belle histoire pour un film. Non, c'est vraiment une étude de cas extrêmement riche. Ça nous montre les failles systémiques de la détection des talents, mais aussi l'évolution tactique parfois complètement paradoxale du football de très haut niveau. Et les mécanismes de survie psychologique aussi dans une industrie qui a tendance à broyer la majorité des jeunes prospects. C'est clair. Du coup, pour comprendre comment on passe d'un ado rejeté par l'intégralité du système à l'un des ailiers les plus convoités de la planète, on va pas se contenter de faire une simple biographie. On va aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on plonge dans une montagne de données. On va croiser les images et les témoignages d'un documentaire complet, un documentaire très récent et totalement inédit sur Iliman Ndiaye, avec les données brutes de FootMob. Et on va même regarder les bilans financiers internes d'Everton pour l'année 2025. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre par quel mécanisme précis un enfant mis au banc des académies est devenu la clé de voûte économique et tactique d'un grand club anglais. Tout un programme. Bon, cortécon tout ça. Et pour comprendre le produit fini, il faut plonger dans le processus de fabrication. Un processus qui commence entre Rouen et Dakar. Et le contexte géographique et familial, c'est vraiment le premier marqueur de son adaptabilité. Il est né à Rouen, d'une mère française et d'un père sénégalais, puis il a été déraciné très tôt vers Dakar. Ce qui crée déjà un sacré mélange. Bah oui, dès le départ, il y a ce brassage culturel qui exige une vraie souplesse mentale. Mais c'est lors de son retour en Europe, et particulièrement quand il tente sa chance en Angleterre, que le mur institutionnel se dresse devant lui. Ah oui, la liste des portes qui se ferment, quand on regarde le documentaire, c'est effarant. C'est ça. Southampton, Reading, Tottenham, Chelsea, Crystal Palace et même Manchester United. Tous rendent exactement le même verdict clinique. Il lui reproche son physique, bien sûr, mais c'est surtout son style qui dérange. Et c'est là que ce fameux documentaire complet apporte un éclairage crucial sur son entraînement. Pendant que les enfants des académies anglaises répétaient bêtement des passes chronométrées entre des plots en plastique, le père d'Iliman lui imposait une méthode complètement irréelle. C'est l'une des parties les plus folles du reportage. Complètement. Il ne l'entraînait pas à faire des slaloms classiques. Il s'entraînait en dansant avec le ballon. En dansant, oui. Le père mettait de la musique et Iliman devait caler ses dribbles et ses appuis sur le rythme de la mélodie. Alors, c'est super poétique, raconté comme ça. Mais pour un recruteur de Chelsea... Bah oui, pour un recruteur de Chelsea, ça ressemble surtout à de l'indiscipline totale. C'est comme si on avait un musicien de jazz totalement autodidacte. Un génie de l'improvisation, quoi. Voilà, qui se présenterait à l'audition d'un orchestre symphonique classique en refusant de lire la partition. Les conservatoires ne savaient juste pas quoi faire de son style libre. L'analogie du jazz illustre super bien le choc culturel, mais la réalité des académies est encore plus froide et clinique que l'image d'un orchestre, tu sais. Ah bon? Mm. Dans quel sens? Ce qui est fascinant ici, c'est que les formateurs des centres de formation anglais, surtout chez les jeunes, ils sont souvent évalués sur leurs résultats immédiats. Donc sur les matchs gagnés le week-end. Exactement, sur les tournois remportés en moins de 15 ans. Ce système favorise intrinsèquement la maturité physique précoce. Ils cherchent des joueurs grands, rapides, et ils veulent une standardisation tactique absolue pour minimiser les erreurs. Donc l'improvisation, c'est un défaut pour eux. L'improvisation n'est pas mesurable sur un tableur Excel, elle est perçue comme un risque pur et simple. Mais l'ironie dans cette histoire, c'est que cette méthode d'entraînement par la danse a fondamentalement reprogrammé la biomécanique d'Iliman. C'est-à-dire? Au lieu d'avoir des appuis standards, il a développé un centre de gravité fluctuant. Il apprend à lire les hanches de son adversaire direct comme s'il s'agissait d'un partenaire de danse, tu vois.
Ah ouais, il utilise le rythme de l'autre. C'est ça. Il utilise des rythmes à contretemps pour déclencher ses dribbles. Du coup, son langage corporel devient complètement indéchiffrable pour des défenseurs qui ont été formés de manière très académique. Ce qui explique cette fameuse anecdote dans le documentaire. Pendant son prêt à Hyde United, on est vraiment dans les tréfonds du football amateur anglais à ce moment-là, hein. Ah oui, l'échauffement? L'anecdote est folle. Lors d'un échauffement de routine, l'entraîneur David McGurk demande aux joueurs de faire voyager le ballon en l'air. Un exercice classique. Et Aliman décide de faire autrement. Il pose le ballon en équilibre sur son front et il traverse tout le terrain en courant à pleine vitesse sans le faire tomber. C'est visuellement incroyable. Et McGurk avoue carrément face caméra qu'il avait dû interdire ce genre d'initiative. Il avait peur que ça déséquilibre psychologiquement le reste de son équipe. C'est compréhensible à ce niveau-là. Mais il y a un côté presque arrogant dans cette démonstration technique, non? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est justement que cette aisance technique acquise hors des sentiers battus ne s'est pas transformée en arrogance stérile. C'est souvent le risque avec les joueurs très techniques. Exactement. Souvent, le profil du joueur de rue ultra technique plafonne parce qu'il refuse de se fondre dans le collectif. Il va chercher l'humiliation de l'adversaire plutôt que l'efficacité. Il veut faire le show. Voilà. Mais pour NGI, les refus successifs des académies ont agi comme une sorte de vaccin contre l'autosuffisance. Son instinct de survie l'a forcé à transformer cette technique de danseur en une éthique de travail purement fonctionnelle. Une vraie machine, quoi. Et c'est cette transformation métabolique qui nous amène directement à son style de jeu paradoxal aujourd'hui en Première Ligue, où il est devenu une véritable anomalie algorithmique. Une anomalie, ouais. Le mot est faible quand on regarde les chiffres de cette saison 2025-2026. Les stats sont dingues. À 26 ans, les données qu'on a récupérées sur Footmob montrent presque 2 joueurs en un. D'un côté, on a le soliste destructeur. On prend le derby de la Mercy contre Liverpool, par exemple, l'un des matchs les plus intenses d'Europe. C'est la guerre sur le terrain. Dans ce match, il a réussi 9 dribbles. C'est un record absolu sur un seul match en début de saison. Mais ce qui frappe le plus, c'est son efficacité devant le but. Ah, les fameux XG. Ouais. En début de saison, il affichait un XG, donc le nombre de buts attendus, de seulement 1,30. Donc, statistiquement, sur la qualité de ses tirs, il aurait dû marquer un but, peut-être 2 avec beaucoup de chance. Sauf que Liman, lui, il inscrit 6 buts en 25 matchs. Il ne se contente pas de convertir des occasions faciles créées par le système tactique, il génère carrément des buts mathématiquement improbables à partir de rien. S'arrêter à ces fulgurances offensives, ce serait ignorer la moitié de son impact réel sur le terrain. Et c'est là qu'on trouve la nuance tactique. Exactement. Et c'est sans doute la raison principale de sa valorisation à 50 millions de dollars. L'aspect le plus sidérant de son profil, en fait, réside dans ses métriques défensives. Pour un ailier, c'est rare. Très rare. Un ailier créatif moderne, on s'attend à ce qu'il économise son énergie pour attaquer, pour faire la différence devant. Pourtant, les statistiques montrent 235 actions défensives 235 et 23 ballons récupérés uniquement dans le tir défensif en ce début de saison. Il surclasse dans ces domaines des défenseurs centraux de métier comme Marc Guéhi ou même des latéraux agressifs comme Kyle Walker. C'est fou. J'ai même vu que Squawka le pointe comme le maître absolu des duels au sol. Oui, 39 duels au sol gagnés en seulement 5 matchs. C'est un ratio de pur récupérateur. Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne là. N'est-ce pas un gâchis stratégique colossal ? Comment ça? On parle d'un joueur qui casse des lignes, qui invente des occasions de but. On le paye 170 000 € par mois pour sa créativité pure. Lui demander de courir comme un chien de garde, de s'arracher sur des tacles glissés et d'abattre le travail de l'ombre d'un milieu rugueux, ça n'a aucun sens si. C'est une vraie question. Est-ce que ce volume de course ne risque pas justement de l'épuiser et de brouiller sa lucidité au moment critique où il se retrouve face au gardien ? Tu soulèves la contradiction fondamentale de l'exploitation athlétique dans le foot contemporain. Et très honnêtement, oui, ça l'épuise. Ça doit se voir sur le terrain. Totalement. Il n'est pas rare de le voir rater des remises relativement simples vers la 80e minute parce qu'il est en dette d'oxygène profonde. Mais dans le système imposé par un manager comme Sean Dyche à Everton, c'est un sacrifice tactique pleinement calculé. Ah, la patte Sean Dyche. Le football a muté. Aujourd'hui, on considère que la phase défensive commence à l'instant même où le ballon est perdu près de la surface adverse, le premier attaquant et le premier défenseur. Donc Dyche l'utilise comme première ligne de défense. Dyche n'utilise pas le pressing d'Andiaye pour compenser des faiblesses derrière. Il utilise l'imprévisibilité de l'ailier pour harceler le porteur du ballon avant que la structure adverse ne s'organise. C'est une pure stratégie de perturbation.
Donc c'est l'utilisation de sa fameuse biomécanique atypique, de sa danse, non plus pour éliminer un défenseur, mais pour lui arracher le ballon dans les pieds. Précisément. Ces appuis de danseur lui permettent de changer de direction beaucoup plus vite que le milieu adverse qui tente de se retourner avec le ballon. C'est redoutable. C'est exactement cette polyvalence, être capable d'animer le flanc gauche ou d'être un créateur axial tout en offrant la solidité défensive d'un milieu travailleur qui justifie son salaire. Et c'est ce double profil qui pousse Arsenal et Manchester United à préparer des offres massives. Ils veulent le pack complet. Ils n'achètent pas juste un dribbleur, ils achètent un déclencheur de pressing haut qui peut ensuite finir l'action tout seul. Mais cette carapace tactique et physique, elle pourrait laisser croire qu'il est invulnérable. Sauf que cette débauche d'énergie cache une sensibilité très particulière à son environnement. Oui, le mental joue un rôle énorme. Et il faut absolument qu'on aborde ce qu'on pourrait appeler l'accident industriel de sa carrière, son passage à l'Olympique de Marseille. Une période très compliquée pour lui. L'histoire était pourtant écrite pour faire un film. L'enfant de la ville, passé par le centre de formation de l'OM quand il était petit, qui revient au Vélodrome en star absolue après avoir porté Sheffield sur ses épaules. Sur le papier, c'était le retour du héros. Sauf que le résultat était une saison quasi fantomatique, 4 petits buts en 46 apparitions. Les chiffres font mal. Dans le documentaire complet qu'on analyse aujourd'hui, Iliman pose un regard vraiment clinique et assumé sur cet échec. Il explique sans détour que le timing était mauvais, que le transfert s'est conclu dans une urgence absolue. Et il y avait un tiraillement interne. Grave. Il avoue qu'au fond, lui, il souhaitait secrètement rester à Sheffield pour construire sur ses acquis. Et le fait de rater la qualification en Ligue des Champions avec l'OM dès le mois d'août a immédiatement installé un climat de crise infernale. Après, on sait que l'écosystème marseillais est une centrifugeuse émotionnelle bien connue. La pression y est écrasante. Mais pourquoi ça l'a bloqué à ce point ? Ce passage à vide illustre une réalité psychologique très puissante chez lui. C'est presque le syndrome de l'imposteur inversé, tu vois. Comment ça a inversé ? Quand Iliman évolue en position de challenger, dans le froid du nord de l'Angleterre, dans des divisions inférieures où il doit prouver qu'il existe, face à des armoires à glace, son mental se durcit. Il devient intouchable et survole les débats. Il a besoin de se battre contre le système. Exactement. Mais lorsqu'on le place soudainement dans l'environnement supposé idéal pour lui, qu'il est adulé avant même d'avoir touché un ballon et qu'il fait face à des attentes écrasantes de sauveur, le mécanisme se grippe. C'est fou, ça rappelle vraiment ce qu'on voit dans le monde de l'entreprise. Tout à fait. Combien de personnes se battent pendant des années pour décrocher un poste ultra prestigieux dans un grand groupe, pour réaliser une fois sur place que le chaos structuré et la mentalité de survie d'une petite start-up correspondaient bien mieux à leur psychologie. C'est une super comparaison. Le contexte fait vraiment le talent. Et ce fameux instinct de survie, ce mental de challenger, on l'a vu ressurgir de la manière la plus spectaculaire et controversée d'ailleurs sur la scène internationale. Ah, la CAN 2026. Oui, pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2026, plus précisément lors de l'événement majeur au STAM, la finale épique de janvier opposant le Sénégal au Maroc. Un match d'une tension folle. Pour bien poser le cadre et en gardant la plus stricte neutralité sur les faits sportifs, bien entendu, l'ambiance était au bord de l'implosion totale. Oui, il y a eu un enchaînement d'événements très lourds. L'arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo refuse un but qui semblait valable au Sénégal et dans la foulée, il accorde un pénalty au Maroc. Et je précise qu'on rapporte ces faits avec une neutralité absolue, sans juger l'arbitrage. Bien sûr. Mais le sentiment d'injustice côté sénégalais à cet instant est tel que l'équipe décide de quitter la pelouse. C'est un geste de rupture énorme en finale. Historique même. Il a fallu l'intervention de cadres comme Sadio Mané pour réussir à convaincre tout le monde de revenir finir ce match. La tension psychologique à cet instant précis est juste incommensurable. L'enjeu d'une finale continentale, la frustration palpable, l'attente du public dans le stade, c'est normalement le contexte idéal pour qu'un tireur de pénalty choisisse la sécurité la plus absolue. Surtout pour Brahim Diaz, qui s'avance pour transformer ce pénalty pour le Maroc. C'était le moment de vérité. Et c'est là que ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant. Brahim Diaz ne choisit pas la sécurité, il tente une panenka. Le fameux petit ballon piqué plein centre. Ouais, le geste technique le plus audacieux et risqué. Et il la rate complètement. Le match bascule et le Sénégal finit par s'imposer pour remporter le trophée en prolongation. Un scénario hollywoodien. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, sur un énorme soulagement pour Ndiaye et les siens. Mais lors d'une interview accordée bien plus tard au journal britannique The Times, Iliman est interrogé sur cette fameuse panenka. Et sa réponse est saisissante. D'une froideur glaçante même. Il déclare sans aucun filtre que ce geste, à ce moment précis du match, c'était soit un manque de respect,
soit la preuve que le tireur voulait, et je le cite, se prendre pour une star. C'est très dur. Il ajoute cette phrase terrible: « Tu étais à quelques minutes de devenir le roi de ton pays. Il suffisait de frapper normalement et de marquer. » Cette déclaration, elle dissèque vraiment l'âme du joueur. Parce que hors des pelouses, tous ceux qui le côtoient décrivent un homme très effacé, d'une politesse extrême. Quelqu'un de très humble. Voilà. Mais cette prise de parole dans le Times montre son code d'honneur sur le terrain. La Panenka n'est pas jugée comme une simple erreur technique ou un excès de confiance de la part de Diaz, elle est condamnée moralement par Ndiaye. Une vraie trahison de l'esprit du jeu, pour lui. Exactement. Pour quelqu'un qui a dû littéralement danser avec un ballon et se faire humilier par des dizaines de recruteurs avant de gagner le droit de fouler une pelouse professionnelle, l'arrogance est perçue comme un manque de respect envers le sport lui-même. Le terrain est un espace sacré. C'est ça. L'efficacité et l'humilité doivent primer sur le show. C'est l'expression d'un leadership brut, une autorité morale qui surgit directement des cicatrices de son passé. Cette dualité est fascinante. On a un guerrier impitoyable dans l'arène, prêt à tacler moralement un adversaire dans la presse, et un homme profondément discret, une fois le coup de sifflet final donné. Il y a une vraie séparation entre l'homme et le joueur. Et le documentaire complet s'attarde longuement sur cette vie privée, qui est en décalage total avec la culture bling-bling qu'on connaît de la Première Ligue. C'est très rafraîchissant à voir. Sa femme, Johanna, est suivie par 58 000 personnes sur Instagram. Mais au lieu d'y exposer des voitures de sport hors de prix ou des vacances de luxe à Dubaï, son fil est une chronique de la normalité à Liverpool. La vraie vie, quoi. Des goûters d'anniversaire pour leurs 3 enfants, des promenades banales au parc, des moments de vie silencieux en famille. On est à milieu des clichés. Et cet ancrage dans le réel, ça se traduit aussi par une responsabilité sociale très forte et assumée, loin des caméras britanniques. Son engagement associatif, ouais. Son implication lui a même valu d'être désigné champion pour la paix en 2024 par l'organisation Peace and Sport via la fondation Classico. Et cet engagement, il ne se limite pas à faire un chèque ou à prêter son image pour une affiche. Il va sur le terrain. Oui, il cible spécifiquement l'aide aux enfants des quartiers défavorisés de Dakar et il soutient financièrement et structurellement son ancien club, le Sacré-Cœur. Pour aider les jeunes qui sont dans la même situation que lui, au même âge. Exactement. Il s'efforce de bâtir les passerelles et les filets de sécurité que le système européen avait refusé de lui tendre quand il avait 15 ans. Il injecte ses propres ressources dans les racines de son parcours. Et c'est une générosité qui contraste brutalement avec la machine financière impitoyable dans laquelle il évolue actuellement avec son club. Ah oui, parce que la dimension économique d'Everton en ce moment... Si on plonge dans le fameux rapport annuel 2025 d'Everton, on comprend soudain que l'homme de famille discret et le philanthrope est aussi, bien malgré lui, la clé de voûte de la survie d'une entreprise qui brasse des centaines de millions. La réalité comptable du club donne vraiment le vertige. Everton navigue dans une restructuration financière sous très haute tension. Avec le changement de propriétaire. C'est ça, avec l'arrivée de Roundhouse Capital, dirigé par Dan Friedkin. Et au cœur de ce bouleversement monumental se trouve la construction de leur nouvelle enceinte, le Hill Dickinson Stadium. Un projet colossal. Et le rapport financier de 2025 qu'on a épluché révèle un montage vertigineux. On parle d'un financement par placement privé de 350 millions de livres sterling, structuré sur 30 ans. 350 millions de livres sterling. Le club est littéralement criblé d'obligations de remboursement. Chaque rentrée d'argent compte double. Ce qui modifie complètement la lecture du transfert d'Illiman et de sa valeur sur le terrain. Complètement. Dans le football moderne, l'amortissement d'un joueur, c'est une donnée comptable vitale. C'est presque de la finance pure. Il a été acheté pour environ 20 millions d'euros, soit à peu près 17 millions de livres. Avec son explosion sportive, sa valeur marchande estimée aujourd'hui à 50 millions de dollars en fait un actif hautement liquide pour le club. Une pépite financière. Ndiaye n'est pas qu'un joueur chargé d'enflammer l'aile gauche le samedi après-midi. Il représente l'une des rares plus-values massives potentielles capables d'alléger la pression des créanciers d'Everton. Sa santé et ses performances conditionnent donc indirectement le remboursement des briques du nouveau stade. C'est exactement ça. C'est une pression d'autant plus insoutenable que le destin sportif tient souvent à quelques millimètres de cartilage. Surtout en Première Ligue. On le voit avec l'actualité brûlante. Illiman rêve d'Old Trafford et de Manchester United depuis l'enfance. Le club préparait une offensive, Arsenal était en embuscade. Et là, coup dur récent. Mi-février, lors de ce fameux derby très rugueux contre Liverpool, Ndiaye reste au sol. L'image faisait peur à voir. Son manager actuel, David Moyes, confirme la mauvaise nouvelle. Blessure au ligament médial du genou. Bon, les croisés n'ont pas lâché, c'est déjà ça. Pas de rupture des croisés, la catastrophe est évitée.
Mais le couperet est là, avec plusieurs semaines d'absence actée. Le transfert de l'année est subitement mis sur pause par un mauvais appui sur un tacle. Ça illustre parfaitement la fragilité intrinsèque de l'actif sportif face à la lourdeur des enjeux financiers. Tout peut s'effondrer sur une torsion du genou. Mais psychologiquement, comment il gère ça, Ndiaye? Si on a bien écouté tout ce qui précède, on comprend que cette blessure ne représente, dans l'esprit d'Ndiaye, qu'un contretemps de plus. Une simple péripétie? Quand on a appris le football en dansant, qu'on a dû surfer sur les refus de tous les plus grands clubs et qu'on a reconstruit son mental de zéro dans les bas-fonds du foot amateur, un ligament touché, c'est pas une tragédie. C'est juste un nouveau paramètre à gérer. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? De ce parcours morcelé se dégage une image extrêmement nette de l'homme et du joueur. Une synthèse parfaite des 3 facettes, dit Liman. D'abord, le talent atypique rejeté par un système trop rigide, forgé en musique par un père visionnaire. Ensuite, le travailleur acharné qui domine les statistiques défensives tout en étant un attaquant redoutable. Et enfin, l'homme de famille discret, engagé socialement dans son pays d'origine. Tout en portant le poids économique d'un club surendetté sur ses épaules. C'est l'histoire d'un individu qui a refusé le formatage imposé pour finalement contraindre le système à s'adapter à lui. Le rejet initial n'est qu'une donnée, pas une fatalité. Et cela nous amène à une question beaucoup plus large, tu sais, qui dépasse même le cadre du sport. Laquelle? Quand on voit qu'Iliman Ndiaye, un génie créatif de cette envergure, a été méthodiquement rejeté par tant de grands clubs dans sa jeunesse, juste pour sa taille ou son style atypique, ça soulève une vraie question troublante sur nos propres outils de détection. Au système d'évaluation, tu veux dire? Oui, le système moderne des académies de foot est obsédé par les statistiques physiques précoces et le formatage. Mais n'est-il pas en train de passer à côté des plus grands talents de demain, simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases d'une feuille de calcul Excel? C'est la standardisation de l'excellence, en fait. On lise tout. Et c'est pareil en entreprise, avec les logiciels de recrutement qui filtrent par mots-clés. À force de vouloir éliminer tout risque d'erreur, nos institutions se rendent aveugles aux profils hors normes. Combien de génies sacrifie-t-on chaque jour parce qu'ils jouent une musique que nos systèmes ne sont pas programmés pour entendre? Une réflexion profonde à méditer pour quiconque évalue le talent. L'obsession de la norme finit par tuer l'exception. Merci pour cette analyse passionnante d'une trajectoire qui défie vraiment toute logique. On espère que cette exploration